est-ce que je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est l'un de vous. Est-ce que vous pouvez essayer de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas, parce que là j'ai un retour son, un peu d'un bruit de fond. Ouais, je pense que c'est Marie-Josée, ouais, effectivement. Merci beaucoup. Mais vous pouvez l'activer. C'est pas gênant absolument quand vous parlez, mais en bruit de fond. Bah, en plus, il y a des travaux de rénovation à la Ah, c'est maison, hein. ça. D'accord, ok. Allez. Normalement, ça devrait être bon. Je vais vérifier de mon Ça y est, côté sur le retour. ça y est, 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 ça y est, ça y est. Encore? Alors, ok. Ok, ok. Alors, on m'a dit que le son bouclait tout à l'heure. Là, Oui, normalement, je pense je que pense ça devrait que être correct. normalement ça devrait être correct, effectivement. Et puis on va voir. Ah, Bonjour, bonjour Jean-Charles. bonjour Jean-Charles. Est-ce que tu peux nous faire un retour technique très très rapide? Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu nous vois à peu près correctement? Tout va bien du côté de Jean-Charles, ok. Formidable. Bah écoutez, Ah, bonjour Hélène. bonjour Hélène. Super, super, super. Bah écoutez, en attendant que les gens se connectent, je vais introduire un petit peu le séminaire rapidement. Ça n'a pas besoin d'être suivi par tout le monde. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt la conversation qui va s'en suivre. Donc bonjour à tous et à toutes. On est absolument ravis de vous retrouver pour cette 5e saison du séminaire In-Game. Donc je me présente, donc je m'appelle Guillaume Grandjean, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, je travaille sur le jeu vidéo, j'ai fondé ce séminaire en 2015 à l'époque où j'étais élève à l'école normale supérieure de Paris. Je l'ai organisé pendant 3 ans et aujourd'hui pour cette 5e édition je le co-organise donc avec Charlotte Courtois que vous voyez normalement à l'écran, qui est doctorante en 2e année, si je ne dis pas de bêtises, à l'université de Montréal, sous la direction de Carl Terrien, qui travaille également sur le jeu vidéo. Donc pour ceux et celles qui avaient déjà peut-être assisté au séminaire lors des précédentes saisons, j'ai organisé les 3 premières et Charlotte a organisé la 4e. Vous connaissez un petit peu le principe, mais je vais rappeler pour ceux et celles qui le découvrent ce soir. Donc le but du séminaire, c'est de faire dialoguer créateurs, créatrices de jeux vidéo et chercheuses en études vidéoludiques. Ça a toujours été un petit peu l'idée. La forme a évolué, les sujets ont évolué. À mon époque, on suivait l'actualité un petit peu des sorties du jeu vidéo, on essayait de discuter avec les créateurs et créatrices de ce qui se faisait, de leurs jeux, en compagnie de chercheurs et chercheuses. Pendant la saison qu'a organisée Charlotte, donc en 2018-2019, l'axe a été un petit peu réorienté du côté des conditions de travail, avec un angle un peu plus politique, un petit peu plus militant. Et donc cette année, on a décidé de relancer ce séminaire donc pour sa 28e séance, mine de rien, en alliant un petit peu les deux formats, les deux approches, pour ce qu'on pourrait appeler une pré-saison, si je puis dire, puisque là on va avoir 2 petites séances pour la fin de l'année universitaire 2021 et on reprendra sûrement à la rentrée universitaire 2021 pour l'année 2021-2022. 2 séances qui croisent un petit peu ces deux enjeux. Aujourd'hui, on va plutôt parler donc, de conditions de travail, comme vous le savez. Cette année, le séminaire, on est très très heureux parce qu'il est hébergé, affilié à l'Université de Lorraine, ce qui est un nouveau rattachement institutionnel, et en particulier au Centre de recherche sur les médiations, donc le CREM. On est également associé donc aux parcours jeux vidéo qui ont été créés là-bas, que ce soit en licence ou en master, en sciences de l'information et de la communication, donc parcours jeux vidéo et dispositifs numériques en licence, et puis en master le parcours conception de dispositifs ludiques,
Donc s'il y en a parmi vous ce soir qui sont étudiants ou étudiantes de ces parcours-là, bienvenue à vous, on est très heureux de travailler avec vous cette année et puis de vous proposer ce contenu-là. On espère que ça pourra vous intéresser, d'autant que vous êtes peut-être futurs travailleurs et travailleuses de l'industrie, donc j'imagine que ces questions peuvent vous parler. Donc merci beaucoup à l'Université de Lorraine, au CREM et à Sébastien Janvaux, le responsable de ces formations, pour donc l'affiliation de ce séminaire. Merci à Charlotte évidemment pour la co-organisation et merci à nos 3 intervenantes du jour qu'on va présenter dans très peu de temps. Donc moi, là, pour cette séance, je vais m'occuper du versant technique. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est ma faute. vous pouvez m'envoyer des messages rageurs dans le chat. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi beaucoup faire remonter vos questions, vos remarques. Donc n'hésitez pas à en poser, n'hésitez pas à intervenir. On les intégrera naturellement lors de la discussion. On ne va pas réserver une session questions 20 minutes à la fin. On va vraiment essayer de les faire remonter naturellement. Donc n'hésitez pas à intervenir, à parler, à poser toutes vos questions, à faire vos remarques, j'essaierai de les faire remonter. Voilà, merci beaucoup, je vais passer tout de suite la parole à Charlotte qui va nous présenter un petit peu plus la séance d'aujourd'hui. Merci Guillaume pour ces mots d'introduction au séminaire que tu as fondé. On est très heureux de le co-organiser pour la première fois tous les deux. Et en ligne en plus, ça nous permet de nouveaux horizons et d'inviter de nouvelles personnes qu'on ne pourrait pas inviter sinon, dont Marie-Josée Legault qui nous joint du Québec, que je présenterai plus en profondeur tout à l'heure. Et pour le programme de cette année, donc on a cette séance sur le télétravail, et le 21 juin, on aura une séance sur Microsoft Flight Simulator, l'espace et les géographies vidéoludiques, avec Sven Mestas et Damien Cusack, le lead game designer et game design director du studio Asobo, qui a développé donc cette dernière version du jeu sortie en 2020. Et ils discuteront avec Ovik Terminassian, qui est maître de conférences en géographie à l'université de Tours et membre du comité scientifique de la revue Sciences du jeu, qui est une des plus grandes revues de Game Studies à la française, donc traduction Sciences du jeu. Donc on découvre avec cette séance que toute la complexité du métier de streamer et de streameuse, parce que on s'improvise là-dedans. Quand on était à d'autres endroits, on avait des personnes pour faire la technique avec nous. Donc là, si nos miniatures sont mal croppées, etc., on s'améliorera pour la prochaine fois, mais on y travaille petit à petit. On a beaucoup de respect pour les streamers et les streameuses, et on pense parler du travail qu'ils et elles font un jour. Ce serait un sujet de conférence très intéressant pour le séminaire. Donc du coup, Guillaume, est-ce que tu veux introduire nos participants d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors très très rapidement. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie donc de Marie-Josée Legault. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc Marie-Josée, vous me corrigez si je dis des bêtises. Vous êtes professeure à l'école des sciences de l'administration de l'université TELUC, donc au Québec, et en même temps professeur associé à la faculté de droit de l'université de Laval. Vous menez des recherches sur le thème des relations de travail, et plus particulièrement au contexte de gestion de projet chez les travailleurs et travailleuses qualifiés des technologies de l'information et en particulier du jeu vidéo. C'est évidemment ce point-là qui nous intéresse entre autres. Vous avez publié de nombreux travaux portant sur les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo. Pour ceux et celles que ça intéresse, je copierai dans le chat le lien vers la page de votre présentation sur le site de l'université TELUC. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. On est ravis en tout cas d'avoir votre point de vue. Oui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Donc ça c'est pour le versant recherche, si je puis dire, et puis pour le versant professionnel, on est très content d'accueillir donc deux professionnels de l'industrie. Antoine, donc, qui est game designer dans un studio parisien et qui est également membre du STJV, du syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo, chargé des dossiers étudiants et de la communication publique. Et oui, pardon, excuse-moi Antoine, je te laisse. Je suis enchanté d'être là et de l'invitation.
Merci beaucoup, non, c'est nous qui sommes absolument ravis. Et à tes côtés, Thomas Rampin, donc tu es gameplay programmeur chez Ubisoft Montpellier plus précisément, et tu es également membre du STJV, hein, représentant donc, du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo à Ubisoft. Donc merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'est un plaisir. Formidable. Bah écoutez, on va lancer la discussion. Je te rends la parole, Charlotte. Merci. Alors, du coup, pour commencer, donc vous faites tous les deux partie du STJV, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, qui est déjà venu à InGame. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est les missions principales du STJV et autour de quoi est-ce qu'il s'est fondé? Antoine, si tu veux y aller. Ouais, alors il s'est fondé sur le constat du constat qu'il y avait besoin d'un syndicat en fait dans le jeu vidéo pour regrouper les travailleurs et travailleuses et qui puissent discuter de leurs problèmes et y trouver des solutions. Donc il a été créé en 2017 et là maintenant on est actif sur vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau local avec des sections syndicales comme à Ubisoft Montpellier par exemple, ou au niveau national où on a des commissions thématiques qui s'occupent de beaucoup de choses, communication, des études justement, donc j'en fais partie. Et ouais, voilà, on essaye à la fois de regrouper les informations pour les diffuser, informer les travailleurs sur leurs droits et les soutenir matériellement et moralement quand ils ont des problèmes justement pour qu'ils puissent se défendre. Ouais. Et on a un champ qui va des étudiants justement jusqu'aux gens qui travaillent dans l'industrie. Mais il y a aussi on essaie aussi de tout ce qui touche, on va dire, aux jeux vidéo. Donc par exemple les streamers aussi pourraient rentrent dans ce cadre-là enfin, comment dire, on a une commission voilà, qui s'occupe aussi de la partie stream. Donc voilà, on essaie de regrouper un maximum de personnes qui sont dans le jeu vidéo ou qui utilisent le jeu vidéo comme une base pour leur métier, quoi. Et est-ce que c'est rare qu'il y ait juste un bureau du STJV dans une entreprise comme à Ubisoft Montpellier, comme ce que tu fais, ou pas, Thomas? Ou il y a dans d'autres studios Il y a dans plusieurs studios en France, il y a oui, des sections. C'est les sections qui sont à Ubisoft. Comme Ubisoft est dispatché en plein de studios, chaque studio en fait a quasiment sa section qui date de cette année, enfin du coup de 2020 principalement. Mais il y avait, comme un syndicat ne peut créer des sections dans les entreprises qu'à partir de 2 ans d'existence, donc il fallait attendre au moins 2019 pour pouvoir commencer à créer des sections dans les entreprises. Et donc ces 2 ans, comme ils sont révolus, on commence à s'implanter dans plusieurs entreprises. Après, c'est un pas quand même qui nécessite un petit peu de préparation, entre guillemets, pour être franchi, parce que comme c'est une industrie qui est peu syndiquée, il y a, enfin voilà, révéler qu'on est syndiqué dans une industrie qui s'est construite sur une image où le syndicat c'était quelque chose qui était limite prohibé. Voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine préparation pour lancer sa section, quoi. Antoine, j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure. Tout à fait, je vais rebondir sur ce que disait Thomas en parlant des streamers. En fait, une des particularités du STJV, c'est qu'on est un syndicat d'industrie. C'est-à-dire que on a pour but de représenter toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne de production du jeu vidéo du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va pas juste représenter les studios qui produisent les jeux, mais même dans ces studios, pas que les développeurs, en fait, toutes les personnes qui peuvent travailler pour ces studios, mais qu'on va aussi représenter les distributeurs de
de consoles, de matériel, les développeurs de moteurs de jeu, puisque notamment en France, il y a le moteur Unity qui a une antenne à Paris. Mais donc aussi les étudiants, toutes les personnes qui font du marketing, comme les streamers, etc. Quoi. On a pour ambition de regrouper tous les gens autour du jeu vidéo dans un même syndicat. Et alors, par curiosité, avec le Covid, est-ce qu'il y a des vendeurs type Micromania ou comme ça qui se sont rapprochés de vous? Pas à ma Pas encore. connaissance. Ok. Non. Non, moi pas à ma connaissance non plus. D'accord, d'accord. Bon, impeccable. Bon, alors, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me décrire, Antoine et Thomas, votre journée type de télétravailleur du jeu vidéo? Et comme ça, on pourra recueillir la réaction de Marie-Josée Legault, qui est habituée des cycles de travail des travailleurs du jeu vidéo. Très bien. Si tu veux, je commence, Antoine. Alors, je me lève, on va dire, un peu plus tard que si je devais aller au travail, déjà. Même si j'habite pas forcément très loin de mon lieu de travail, je gagne toujours 20 minutes de sommeil. Et donc ensuite, le cycle, c'est ouverture déjà enfin du coup faire la manipulation de se connecter, donc ouvrir tous les systèmes de communication professionnels qui nous permettent donc tout ce qui est mail et messagerie instantanée. Et ensuite, on a du coup à Ubisoft un système de connexion de bureau à distance. Donc du coup, lancer le bureau à distance et du coup, donc nos machines restent dans les studios et nous, on utilise nos machines personnelles pour se connecter directement à la machine qui est restée dans les locaux. Et puis après la journée, en fait, elle suit un peu alors elle est très différente de si on était en présentiel, mais elle suit un peu le même rythme, c'est-à-dire voilà, mail et puis après on entame nos tâches de travail. Est-ce que c'est régulé en horaire? Est-ce qu'on te force à commencer à une certaine heure, à prendre ta pause Non, entre midi et deux, par exemple? non, Ok. non. Pareil, ça aussi, il y a aucun système qui ne permet pas à une personne de se connecter avant une certaine heure ou qui force la déconnexion à partir d'une certaine heure. Donc en fait, si je veux, je peux accéder à la machine qui est au travail le week-end entre je sais pas 1h et 4h du matin, c'est possible encore. Tant que Est-ce que ma machine. ça Non, t'est non, déjà arrivé ou un autre non, collègue? ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, tant que la machine est allumée dans mon lieu de travail, je peux me connecter. Et et l'autre truc, c'est que pareil, on a nos messageries en général professionnelles qui sont aussi sur nos téléphones. Et on a besoin aussi de nos téléphones pour nous connecter. Donc, Excuse-moi, ton téléphone personnel, par exemple, quand oui. tu reçois tes Ouais, mails ouais. du travail, c'est seulement sur ton téléphone personnel, on ne te fournit pas de deuxième... Oui, ouais, enfin, en fait, tout passe par mon téléphone perso. Il n'y a pas de téléphone professionnel qui est réservé justement à ce genre d'utilisation. Et après, voilà. Et justement, pour revenir justement à la question que tu m'avais posée sur est-ce qu'on me force à me connecter ou à prendre une pause, euh, bah, enfin, c'est rare. C'est plutôt assez courant pour ma part de pas justement de prendre moins de pauses, d'avoir cette tendance à rester connecté. Et du coup, des fois, entre ma pause entre midi et deux, ça m'arrive des fois de déborder un petit peu dans un sens comme dans l'autre, mais ça m'arrive des fois de me déconnecter plus tardivement que si j'avais été au travail. Donc voilà, à peu près, personnellement, moi, ma journée type. Antoine, est-ce que tu as une expérience complémentaire à apporter? Alors ouais, moi j'ai moins de barrières de sécurité, on va dire. Donc c'est plus soft. Globalement, j'allume mon ordi et puis je lance le navigateur dans lequel je travaille, quoi. Euh, et voilà, ce qu'il y a un peu comme différence, c'est que finalement je prends un peu plus de pauses, moi plutôt.
Parce que comme je suis chez moi, en fait, je peux prendre une pause de 5 minutes le temps d'aller me faire un café ou de faire un peu de vaisselle, vu que c'est à 3 mètres de mon bureau, quoi. Et, je voulais rebondir sur quelque chose, et évidemment j'ai oublié. Les limites horaires, ton matériel personnel. Ah oui, si les limites horaires, il y avait justement, on parlait du fait qu'on était moins limité sur les horaires à peu près. Et moi j'avais eu un truc où j'avais oublié en fait, de fermer des documents de travail sur mon ordinateur le soir, où le lendemain je me suis retrouvé avec mon lead qui m'appelle catastrophé en me disant mais t'as travaillé jusqu'à 1h du mat, qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Et en fait c'est juste que comme j'avais oublié de fermer tous ces trucs-là, ils se sont sauvegardés automatiquement quand j'ai éteint mon ordinateur à 1h du matin. Et il l'a vu s'afficher dans son système de log, etc. C'est un peu étrange, et un peu un rappel de la réalité que malgré le fait qu'on soit pas avec nos collègues, nos leads ont des manières de savoir quand est-ce qu'on travaille ou pas, en fait. Tout à fait, et bien plus clair et bien plus gravé que si c'était en présentiel et qu'on disait au revoir. Du coup, Marie-Josée Legault, est-ce que ça vous inspire une réaction des différents? Oui et non, c'est-à-dire que pour la question des heures, des heures qui sont ouvertes en fait 24 heures par semaine et 7 jours, je trouve qu'il n'y a pas de changement avec la réalité quotidienne des travailleurs du jeu. Mais en fait, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'on fait tout un plat dans l'industrie de l'importance du travail en équipe et de l'importance du contact quotidien entre les membres de l'équipe. Et on fait aussi tout un plat de l'importance que tout le monde soit là. Par exemple, quand il y a la suggestion de faire des heures supplémentaires de crunch, il ne faut pas qu'aucun des travailleurs laisse tomber l'équipe parce que c'est tellement important que tout le monde soit là, au cas où on aurait besoin d'eux. Alors, ce qui me fascine dans les conditions de travail de pandémie, c'est justement comment faites-vous pour le travail d'équipe, où le folklore du jeu voudrait que ce soit tellement important de se côtoyer. Pour le reste, je pourrais revenir sur ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que ça ressemble à la réalité. Bon, il y a peut-être les barrières de sécurité là, qu'il faut franchir le matin, mais en fait, il y a un autre grand enjeu qui me chicote, moi, c'est comment fait-on justement pour transiger avec le fameux risque qui était censé représenter le fait d'avoir des travailleurs à domicile. En fait, c'est les deux grands enjeux qui me semblent importants. Je peux y aller si tu veux, Thomas. Moi j'ai pas mal de Vas-y, choses à te vas-y. dire après. Mais alors comment on travaille en équipe, c'est plutôt variable. Chez moi, c'est en fait ce qui change pas mal, c'est qu'on a besoin de programmer les moments où on va faire des réunions pour parler. Alors que sur place, en fait, c'est juste on se déplace dans l'open space et puis on va discuter naturellement avec les gens quand ils sont dispo. En tout cas au début du confinement, les gens ont continué à faire à distance, mais ce qui posait pas mal de problèmes parce qu'en fait, quand on nous appelle directement sans prévenir chez nous, éventuellement on n'a pas notre casque sur les oreilles, etc. Enfin, on n'est pas aussi réactif ni aussi disponible, sans compter que moi je trouve, mais en discutant avec des collègues, j'ai vu que c'était assez répandu, qu'il y a un côté un peu intrusion qui est différent vu qu'on est chez nous. Avoir des gens qui nous appellent sans prévenir, sans que ce soit programmé, ça rend les choses plus compliquées. En fait, c'est pas du tout. Moi, je le vis pas pareil.
Donc on a dû apprendre à vraiment se dire à l'avance, voilà, voilà, on peut plus marcher au bureau de quelqu'un et dire t'as 5 minutes. Maintenant, on se demande à l'avance, est-ce que dans 10 ou 15 minutes tu seras disponible ou pas. Hum, Mais surtout, personnellement, la pandémie m'a fait pas mal relativiser en fait le besoin de travailler en équipe. Alors après, peut-être spécifique à mon poste, hein. Mais où en fait je me rends compte que les échanges que j'ai à faire dans mon studio, c'est surtout des échanges nécessaires parce que il y a un manque de documentation sur les process et le moteur de jeu qu'on utilise. Et que du coup on a besoin de parler bah voilà, pour régulièrement se demander mais en fait au fait je me souviens plus comment on fait ça, etc. Et où s'il y avait des documentations, en fait j'aurais pas besoin de parler à grand monde finalement. J'aurais besoin peut-être de faire 2 réunions par semaine de 30 minutes et c'est tout. Et ça m'a pas mal fait relativiser ça et réfléchir justement le fait que en fait comme vous disiez, contrairement au mythe, en fait, on n'a pas forcément besoin d'être tant en équipe que ça au même endroit ensemble, quoi. Est-ce que je peux réagir sur le moment, Charlotte ou Guillaume? Parce que je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Antoine, parce que c'est un argument qui est souvent fois utilisé pour le crunch. Il faut, si la majorité de l'équipe en fait, il faut que tous les autres restent. Et il y a une grande charge de culpabilité qui est mise sur les épaules de ceux qui refusent, même avec de très bonnes raisons. En fait, il n'y a pas de bonnes raisons. Et c'est souvent porté par les membres de l'équipe au nom de, et c'est bien sûr porté par les gestionnaires, mais c'est porté aussi par les membres de l'équipe. Alors, je trouve ça infiniment intéressant que la pandémie soit survenue pour relativiser tout ça. Et je trouve que ça va être très intéressant d'observer les discussions qui vont avoir lieu dans les studios quand les gens vont revenir au travail en personne. Et deuxième chose, au sujet de la documentation, euh, je suis contente de vous l'entendre dire parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand problème de gestion du savoir dans l'industrie du jeu et que même les post-mortems qui sont très très importants ne documentent pas. D'abord, quand ils sont faits sérieusement, et quand je dis sérieusement, je veux dire par tous les membres de l'équipe et pas seulement par une seule personne, quand ils sont vraiment faits pour refléter l'expérience des gens. Ils sont surtout axés sur les dimensions techniques et beaucoup moins sur les aspects de conditions de travail. Mais je pense que vous faisiez référence sans doute aux aspects techniques qui sont importants pour faire votre travail, mais avez-vous l'impression qu'il y a un problème de gestion des savoirs dans l'industrie? Tu Vas-y, veux Antoine. répondre, Thomas? Non, vas-y. Ben oui, tout à fait. Oui, moi je parlais des aspects techniques, mais pas que en fait, effectivement, parce que même comme je fais du game design, il y a des aspects techniques, mais pas que. Et effectivement, il y a, de par mon expérience et de par mon travail au syndicat, oui, en fait, on peut dire qu'il y a un gros problème de gestion du savoir où on est très habitué en fait à tout faire en direct, tout faire à l'oral, et, euh, et en général finalement à se référer à des espèces de documentation vivante où en fait il y a quelques personnes seniors dans l'entreprise qui, qui auront la connaissance et qui sauront, et qui en fait sont hyper importantes. Mm. Pendant la première pandémie, il y a une personne comme ça dans mon studio qui a été malade pendant une semaine. Ça a posé problème sur certains chantiers qui devaient continuer pendant cette semaine, qui n'ont pas pu parce que en fait, il fallait lui poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a, ouais, de manière générale, il y a un gros problème sur tout ce qui est transmission du savoir. Et, euh, et même, j'irais jusqu'à dire sur la perméabilité entre recherche aussi et production. Parce que en fait, j'ai l'impression que beaucoup de travailleurs ne cherchent pas à apprendre plus en fait que ce qu'ils apprennent par la pratique en interne, quoi. Il y a aussi
Je pense qu'il y a un des facteurs aussi qui est le turnover qui est assez important dans notre industrie. Il y a peu de seniors, enfin du moins la barrière du senior est assez importante. Enfin, la moyenne d'âge, il me semble que c'est autour, enfin du moins la moyenne d'âge des personnes qui quittent l'industrie, c'est entre 30 et 35 ans. Il y a une grande partie des travailleurs qui quittent l'industrie autour de cet âge-là, donc bah forcément c'est du savoir qui s'en va. En France, il y a aussi comment dire, une grande précarisation des travailleurs et des travailleuses, notamment en tant que junior, enfin en tant que jeune. Donc ça arrive très souvent, par exemple, qu'à Ubisoft, il y a quelqu'un qui arrive dans l'équipe, il reste 1 an et demi, donc il apporte ce qu'il a et il engrange aussi des connaissances de la part de l'équipe. Mais une fois que son contrat court se termine, enfin son contrat à durée déterminée se termine, il s'en va et c'est quelqu'un d'autre qui revient. Donc en fait, c'est une boucle après qui prend de l'énergie et du temps aux gens qui forment ces personnes qui viennent et qui s'en vont. Et du coup, il y a aussi bah, le fait que ces personnes qui avaient des connaissances s'en vont aussi. Et pour les post-mortem, euh, aujourd'hui, bah, c'est vrai que de, de mon expérience, ça fait 3 ans que je travaille dans l'industrie. Euh, J'en ai vu peut-être 2, 3. Ça s'attardait en effet, comme vous disiez, Marie-Josée, sur des problématiques techniques. Mais il y a quand même aussi une partie qui est réservée à l'organisation d'un projet, qui essaye de soulever les problèmes d'organisation au sein du projet. Et pour être honnête, les post-mortem sont rares. Ils sont transmis, mais c'est pas non plus des lectures obligatoires. Et souvent, les erreurs qui sont pointées dans ces post-mortem ont tendance à se reproduire dans le temps. Et même si des gens prennent le temps de faire ce genre d'analyse et de travail, enfin, j'ai jamais, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas eu l'impression que ça ait eu un impact majeur dans une, une reconfiguration où on va retravailler l'organisation. Voilà, enfin, c'est plus des documents, il y a certaines personnes qui les lisent et puis on passe à autre chose. Et pour la rédaction de documentation aussi, à proprement parler, euh, on nous incite à prendre le temps de le faire, mais en pratique, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Je parle notamment en tant que programmeur, on est souvent un peu sur plusieurs chantiers, sur plusieurs problématiques qui sont plus ou moins urgentes. Donc, c'est rare qu'on ait le temps de prendre le temps de vraiment faire une documentation, etc. On essaie, ça arrive petit à petit, mais enfin c'est voilà, c'est quelque chose qui en pratique n'est pas vraiment c'est pas vraiment suivi, quoi. Enfin on a des incitations, mais c'est rare que on va dire ça soit respecté et que c'est pas très valorisé non plus, donc et c'est un peu à double tranchant parce que du coup au final le temps qu'on ne passe pas à écrire la documentation, des fois on peut le perdre à réexpliquer peut-être 30 fois la même chose. Euh, Est-ce que ça existe à votre connaissance dans certains studios? Est-ce qu'on aurait créé un poste pour analyser et synthétiser les post-mortem et en faire des objets de formation? euh, Nous, on a des postes, on a des gens en effet qui s'occupent de notre documentation sur les projets, qui regardent si elle est à jour, combien de temps ça fait qu'elle n'a pas été éditée, est-ce que c'est toujours pertinent de la garder, est-ce qu'on peut l'archiver, etc. Enfin bref, on a ces postes-là qui analysent notre documentation. Euh, Après, pour ce qui est des post-mortem, c'est plus des initiatives personnelles. C'est des gens qui, voilà, étaient en fait dans une situation où, bah, en fait, ils ont vu plein de problématiques et ils se disent, bon, bah, je vais faire un post-mortem pour remonter cette problématique.
Il y a des personnes qui font ça donc sur des petites parties d'un projet. Il y en a qui font sur tout un projet aussi. Mais en général, c'est des initiatives personnelles. C'est pas un travail décidé par la production. Je me permets juste d'intervenir pour faire remonter quelques petites remarques du chat qui peuvent être intéressantes. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, il y a Calu Le Su dans le chat qui dit la précarité des emplois pose beaucoup de problèmes sur cette passation des savoirs aussi, puisque le meilleur moyen de s'assurer de conserver son poste, c'est d'être irremplaçable et donc de ne pas partager ce qu'on sait au sein du studio. Oui, c'est vrai. Ça, je vous laisserai réagir si vous le souhaitez. Et il y a une autre question que je pense qu'il vaut mieux poser rapidement, mais qui s'adresse du coup à Antoine, Thomas et aussi à Marie-Josée. Il y a Jean qui demande est-ce que vous connaissez, alors pour la France, Antoine et Thomas, des chiffres sur la proportion de travailleurs, travailleuses du jeu vidéo qui télétravaillent? Est-ce que c'est si généralisé qu'on l'imagine? Et Marie-Josée, est-ce que vous avez des idées aussi sur cette proportion au Québec par hasard? Alors, le télétravail en temps de pandémie, on est quasiment, enfin, on avoisine les 100% de personnes qui télétravaillent. Et en hors temps, du coup, en temps classique, du moins à Ubisoft, c'était très très épisodique. Les journées de télétravail, c'était une tous les 2 semaines, 3 semaines, voire une par mois. Donc c'était quelque chose qui était quasi inexistant avant le Covid. Pour le Québec, je ne sais pas si, Antoine, vous vouliez intervenir avant au sujet de la France. Je ne sais pas si c'était, je pense que c'était Thomas. Oui, c'est Thomas. Oui, non, moi je peux juste confirmer que effectivement maintenant, de ce qu'on sait, parce qu'on n'a pas un regard partout, globalement, la majorité des gens télétravaillent, à part des postes spécifiques comme le QA, où les entreprises essayent toujours de faire revenir éventuellement, mais même ça c'est pas mal adapté, notamment les éditeurs et même les consoliers ont assoupli certaines règles de sécurité pour permettre aux gens de travailler de chez eux. Et Oui. Je voulais juste réagir un peu, c'était sur ce que disait Thomas plus tôt, mais la moyenne d'âge effectivement est assez jeune, les gens restent pas très longtemps, mais c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas des systèmes en place de documentation, etc. et de conservation de la connaissance, justement parce que les gens restent pas. Enfin, on aurait pu imaginer que l'industrie se serait débrouillée pour épuiser les gens et les changer souvent, mais garder la connaissance, et en fait même ça c'est pas le cas, ce qui me rend un peu perplexe. Alors, dans le cas du Québec, si je peux vous avez terminé, Antoine? Oui, tout à fait. Oui. Alors, dans le cas du Québec, je pense que c'est exactement la même chose. Malheureusement, j'ai pas de chiffres, mais je connais l'état de la situation, disons, dans les environnements de travail au Québec avec la pandémie. Les environnements de travail c'est tout simplement interdit de fonctionner à moins dès qu'il y a une possibilité technique de faire le travail à distance. Et tous les restaurants aux alentours d'Ubisoft et dans le quartier où il y a, je dirais, une plus grande concentration là, de studios, les restaurants sont vides, les bars sont vides, ils sont fermés. Alors, les commerces se plaignent. Alors non, il y a personne en principe qui travaille. Et c'est un changement aussi radical que chez vous, en fait, parce que auparavant, c'était pour ainsi dire inexistant. Moi, je suis un peu étonnée d'entendre, Thomas, quand vous dites peut-être une par mois ou une par 15 jours. Ici, ça semblait un miracle d'avoir une permission de télétravailler. Et c'était les gestionnaires de studios en faisaient vraiment beaucoup, beaucoup de cas de l'impossibilité Et ça m'amène en fait à me demander s'il va y avoir la même prise de conscience dont vous parliez tantôt là, au sujet
de ce que la pandémie a révélé comme besoin, est-ce que c'est si nécessaire que ça de travailler en équipe? Ben, est-ce qu'il ne va pas y avoir la même chose au sujet de disons, de la très grande importance accordée au secret? Parce que, en fait, en Amérique du Nord, ce qu'on remarque, c'est une quasi-impossibilité de travailler à distance auparavant, et tout à coup, on passe à 100%. Et alors, tout ce qu'on a dit avant au sujet de la très grande importance du secret, qu'est-ce que c'est devenu? On n'en sait rien. Pour le euh, pour le revenir juste sur le fait exceptionnel, le caractère exceptionnel du télétravail avant la pandémie, c'était vraiment tout récent. Ça faisait peut-être 6 à 8 mois que Ubisoft nous laissait l'opportunité de télétravailler de façon exceptionnelle. Et même à ce moment-là, justement, il n'y avait pas encore d'outils, les outils qu'on a aujourd'hui, qui nous permettent du coup de télétravailler avec une latence relativement faible avec l'ordinateur qui est resté dans les locaux. C'était pas encore là. C'était des solutions. J'avais pas envie de dire développées sur un coin de table, mais c'était des solutions qui étaient suffisantes, on va dire, pour faire du télétravail de façon exceptionnelle, et qui d'ailleurs ont très vite montré leurs limites une fois que tout le monde devait télétravailler à 100% à cause du Covid. Et, et nous, on était aussi étonnés que il y avait certains autres domaines, comme je pense à la banque par exemple, qui avait déjà mis en place, ou les assurances, qui avaient déjà mis en place le télétravail bien avant, bien avant l'industrie du jeu vidéo, et qui pourtant, pareil, manipulent des données sensibles, et qui, à mon avis, doivent avoir une confidentialité assez importante. Et ils télétravaillaient, ils avaient pareil des outils, je me souviens de cartes à puce avec des numéros qui changeaient, etc., pour pouvoir se connecter. Donc certaines industries avaient déjà mis en place des systèmes, c'est juste que l'industrie du jeu vidéo ne l'avait pas fait. Et avec la pandémie, ils étaient obligés de mettre en place certains outils, certaines techniques, on va dire, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir justement aussi garantir la confidentialité des données qu'on reçoit nous sur nos machines personnelles, qui sont pas dans les locaux. Donc aujourd'hui, voilà, c'est juste des connexions à distance. C'est des clics, on va dire, qui sont envoyés, c'est juste des signaux. Il n'y a pas de transfert de données entre nos machines personnelles et les locaux. Donc à ce niveau-là, les seuls trucs qui peuvent du coup fuiter, c'est des images, des vidéos, sur peut-être des lives Instagram, je sais pas, de colocataires qui sont avec des gens qui télétravaillent dans l'industrie. Mais c'est des choses qui pouvaient déjà arriver avant, même quand les gens étaient dans les locaux, et ça arrivait qu'il y avait des fuites, des images, des campagnes de marketing qui fuitent avant même que le produit soit annoncé, etc. Enfin, et voilà, il y avait déjà ce genre d'erreurs qui arrivaient avant la pandémie. Et à notre connaissance, depuis que donc depuis un an, il n'y a pas eu d'exploitation de données à cause du télétravail pour un grand groupe du jeu vidéo. Et ouais, si ça ne dérange pas que je prenne la suite. Ouais, je voulais dire ça qu'il y a de manière générale, il y a toujours encore maintenant une très grande méfiance envers les travailleurs du jeu vidéo. Les entreprises n'ont pas confiance dans leurs travailleurs. Et c'était effectivement un des arguments contre le télétravail, qu'il a été aussi au début quand elles se sont retrouvées forcées à passer au télétravail.
Et c'est vrai que c'est pas impossible que comme il n'y a pas eu de soucis particuliers, que ça change un peu les choses là-dessus. On espère en tout cas. Parce que c'est vrai que beaucoup de patrons s'attendaient à ce que ça crée des fuites et en fait pas tellement. Ça rejoint un peu ce dont je parlais tout à l'heure sur les testeurs qui pendant longtemps ont dû continuer à aller au bureau. Ça venait d'une demande des consoliers qui en fait voulaient surtout pas que les kits de développement pour les consoles PlayStation, Switch et Xbox quittent les locaux des entreprises. Et donc les testeurs qui devaient tester ces versions-là des jeux étaient forcés d'aller sur place. Et finalement, ils ont fini par accepter ça en mettant des dérogations. Et en fait, pareil, même eux, ils vont devoir se rendre à l'évidence actuellement qu'il n'y a pas plus de fuite qu'avant. Et donc c'est pas lié au télétravail ou pas, quoi. Ah, je voulais voir si Marie-Josée voulait rebondir, mais c'est vrai que c'est historique, la sécurité, la protection des données dans l'industrie de l'informatique d'une manière générale. Dans les années 80, les gens avaient des serrures avec des clés sur leurs ordinateurs pour protéger toutes leurs données, pour protéger les prototypes d'ordinateurs, de consoles, etc., qui étaient faits. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais du coup, est-ce que peut-être que c'est pas une pression qui est peut-être plus au Québec, moins en France, ou alors est-ce que la pression de sécurité ou de secret est retransmise autrement par les entreprises en France en ce moment? Est-ce que vos supérieurs peut-être vous font des remarques ou comme ça sur le fait de garder les données privées? C'est vrai que en France, quand on signe nos contrats, on a la clause de confidentialité aussi qui est là, donc on la signe. Après, c'est vrai que comment dirais-je, les gestionnaires de projet et les directions de studio, en effet, précisent assez souvent que certaines données qui nous sont communiquées sont confidentielles, qu'elles ne doivent pas quitter des fois le projet, des fois le studio. Donc il y a même, voilà, j'ai envie de dire qu'il y a de la confidentialité, il y a des niveaux de confidentialité à l'intérieur même de la confidentialité. Donc il y a, voilà, du coup c'est vrai et puis il y a plein de choses qui sont mises dans ce sac-là, que ça peut être des informations qui concernent une date de sortie d'un jeu, mais ça peut être, il y a toujours un petit flou aussi sur, du coup, pour la part enfin, dans la tête des travailleurs, sur même les conditions de travail. Même, est-ce que j'ai le droit de parler de ce genre de problème avec, avec des gens extérieurs au projet? Est-ce que j'ai le droit de dire que je fais des astreintes alors que ça me paraît un peu bizarre? Voilà, enfin, même voilà, les conditions de travail même des fois sont considérées comme confidentielles, alors que c'est un sujet qui, au contraire, doit être discuté. Et il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a même pas lieu d'être d'avoir de confidentialité sur ce sujet-là. Donc, on nous le rappelle, on rappelle que voilà, il y a certaines informations qui sont confidentielles. Mais c'est pas, enfin, moi j'ai jamais vraiment ressenti une pression assez forte sur le secret de certaines choses, parce que après, enfin, personnellement, pour certaines choses, pour moi, ça coule de source que oui, c'est confidentiel, ça n'a pas à sortir, c'est un secret de fabrication, c'est une date importante pour tel ou tel projet. Par contre, il y en a d'autres où là, pour moi, la confidentialité ne tient pas, et notamment pour les conditions de travail. Et justement, c'est ce point-là qui est souvent joué enfin, qui est un peu ambigu, où les directions n'hésitent pas vraiment trop à jouer sur ce point-là, voilà, il y a des trucs qui sont pas à dire. Et il y a certaines personnes qui ont exprimé des conditions de travail de façon publique sur les réseaux sociaux notamment, et qui ont eu des remarques vis-à-vis de ça, alors que c'était
enfin, elles étaient dans leur droit de C'est tout à, légal, tout à fait. de parler de ça. Euh, Après que quelqu'un annonce l'annulation d'un projet, etc. Là, en effet, il n'y a pas de, c'est une information qui aurait pas dû sortir. Mais quelqu'un qui fait un témoignage sur ses conditions de travail, euh, pour moi, il est tout à fait dans son droit voilà, d'exprimer ses conditions de travail sur les réseaux sociaux, quoi. Thomas, je pense que vous abordez. Est-ce que je peux prendre la parole? Vous abordez quelque chose qui est très, très important et très intéressant parce que je suis loin d'être convaincue, moi, que tous les gens qui signent la formule de NDA, de non-dévoilement, sont conscients de ce qu'ils signent, en fait, parce que ce que vous dites révèle bien qu'il y a une marge d'interprétation dans ce qui est ou ce qui doit être confidentiel. Et en droit, c'est autre chose. En droit, un secret d'affaires, c'est tout ce qui donne une position concurrentielle avantageuse à une entreprise du fait que c'est secret. Alors, la notion de ce qui est secret peut être très, très relative. Et en fait, ça va être une question de preuve à faire devant le tribunal si un travailleur est poursuivi pour avoir dévoilé quelque chose qui est un secret d'affaires. Ça va être une question de preuve. Et la notion intuitive qu'on a de ce qui est un secret d'affaires important n'est pas nécessairement celle qu'aura le gestionnaire. Et je pense que c'est une boîte de Pandore. C'est souvent pas très explicite dans l'entente de confidentialité qui est signée. Puis il y a une notion, c'est une notion un peu floue. Et je ne sais pas si vous avez eu connaissance de conflits autour de vous concernant cet objet-là. Alors moi, j'ai eu connaissance de cas où certaines personnes avaient pris des positions sur les réseaux sociaux qui relevaient pour le coup d'informations qui sont confidentielles, qui concernaient vraiment là pour le coup un secret de fabrication enfin ce qui pourrait s'apparenter à un secret de fabrication. La problématique, enfin du coup comment ça s'est réglé, ça a été oui un rappel à l'ordre de la direction envers ces personnes-là. Mais enfin j'ai que peu de cas on va dire en tête. Après j'ai d'autres cas ouais où là par contre certaines personnes avaient pris des positions sur des non pas des secrets de fabrication, mais sur leurs conditions de travail. Et là, pour le coup, les directions jouaient sur l'ambiguïté de c'est confidentiel, tu n'as pas à dire ça, etc. etc. Et là, effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que c'est un très mauvais usage ça ne concerne pas du tout l'interdit de divulguer des secrets d'affaires. Mais à ce moment-là, j'imagine que l'employeur pourrait peut-être, je ne sais pas comment c'est en France, mais invoquer le devoir de loyauté, mais à mauvais escient. J'allais en parler. Il y a le devoir de loyauté qui est parfois invoqué. Et on a vu aussi des cas où, comme les employeurs ne peuvent pas attaquer sur le fait de parler des conditions de travail parce que c'est tout à fait légal et protégé, où ils vont plutôt essayer d'aller sur des chemins type diffamation ou ce genre de choses en fait. Pour essayer, enfin, pas forcément dans le but de gagner, mais pour faire des procès bâillons, bêtement, en fait. Le problème avec ces poursuites-là, c'est que même si elles sont très, très mal fondées, l'employé va souvent être porté à retraiter tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens, parce que les coûts vont être prohibitifs et que
parfois ce que le studio peut assumer et le travailleur individuel, lui, ne peut pas. Tout à fait. Hein. Et puis c'est impressionnant aussi d'un point de vue du travailleur. C'est se faire attaquer par son employeur pour diffamation. C'est quelque chose. Et puis après, il y a aussi toute la logique de mon nom, il est connu par mon employeur comme étant quelqu'un qui va peut-être dire des choses sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que je serai sur une blacklist, peut-être que je me suis cramé entre guillemets dans l'industrie. Donc voilà, il y a aussi tout cet imaginaire-là qui va derrière et qui et on peut pas savoir s'il est justifié ou pas. L'existence de blacklist de toutes les façons est censée être illégale en France, mais c'est très compliqué de savoir si ça existe ou non. Donc pour les travailleurs, c'est compliqué. Ça fait même, c'est ça d'ailleurs pour la plupart qui les retient aussi des fois de parler ou de parler sous couvert d'anonymat. C'est ces répercussions-là que ça peut avoir sur leur carrière ou sur leur avenir même dans l'industrie, quoi. Ouais. En fait, le placement repose beaucoup sur un système de réputation, à la fois celle qu'on a auprès des gestionnaires pour qui on a travaillé, mais les collègues aussi. Et ça contraint beaucoup les comportements, à tout point de vue, y compris celui-là, en fait. Ça contraint terriblement les comportements parce que son employabilité repose beaucoup, beaucoup sur sa réputation. Tout à fait. Ouais. Et pour rebondir et apporter des compléments à ce que vous venez de dire, par exemple, pour les articles de Libération qui sont sortis en France concernant le harcèlement sexuel à Ubisoft l'été dernier, il y a eu des réactions de la part de certaines personnes, de certains employés même, dans les équipes, qui ont considéré les gens qui avaient témoigné auprès de ces journaux comme des traîtres, comme ils voyaient en fait ces témoignages-là comme une trahison vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis. Et donc ça rejoint d'ailleurs le terme de loyauté aussi que vous avez défini tout à l'heure. Donc mais j'ai envie de dire que même certains travailleurs ont intériorisé aussi toutes ces mécaniques-là de la part des directions et qui aujourd'hui, pour certains, rejettent et même remettent en question les témoignages qui sont apportés dans la presse euh, des travailleurs qui témoignent de leurs conditions de travail. Ouais. Ça nous donne l'occasion de dire qu'il y a de nouveaux articles qui sont parus par Libération en fin de semaine dernière, qui sont disponibles sur le site, et dont le titre, c'est sur les écoles de jeux vidéo, il y a 3 articles, et le titre d'un, c'est « Si t'es pas capable de tenir ici, tu tiendras pas 2 minutes en entreprise ». Donc du coup, on vous invite à aller les voir. C'était juste une parenthèse, si Marie-Josée ou Antoine voulaient rebondir. Ben, je trouve que c'est la variante d'un thème tellement connu dans le jeu vidéo qu'on dit souvent en anglais, là, If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Euh, alors, mais ça, c'est généralisé à l'ensemble des environnements gérés par projet, à mon avis. La fameuse, la fameuse image plutôt machiste, en fait, du héros qui est en fait comme un soldat ou l'héritier du chevalier au Moyen Âge, le vaillant soldat qui est capable de supporter la très grande douleur pour la mission. C'est une image très, très répandue qui permet de faire porter la responsabilité d'une fatigue qui résulte des conditions de travail sur la personne, sur la victime et sur sa faiblesse, de l'imputer à sa faiblesse parce que les gens qui sont vraiment faits pour le métier, eux, sont capables de la supporter. Et au nom de ça, on peut faire supporter à des gens qui adhèrent à ça des choses incroyables. Et à contrario, on valorise aussi les chevaliers, comme vous dites, les personnes qui vont plus loin que les limites, qui vont plus loin qui font plus d'heures, ça m'est arrivé de recevoir des éloges, c'est bravo, tu as travaillé jusqu'à 1h du matin pour trouver tel problème. Donc, alors que c'est quelque chose qui devrait pas
Enfin, si le cadre de travail et l'organisation étaient bien rodés, travailler jusqu'à 1h du matin, ça ne devrait pas arriver. Donc, et c'est pour ça que c'est aussi enfin, moi, j'ai déjà vécu ce paradoxe où il y a un discours qui est il faut faire le moins d'heures supplémentaires possible, ne vous cramez pas, écoutez votre corps, etc. Et sauf qu'en fait, l'organisation même nous pousse à aller dans des heures supplémentaires, nous pousse à nous, à nous démener sur certains sujets. Et une fois qu'on a fait ça, notre direction, nos managers viennent nous féliciter d'avoir fait ce travail-là, d'être allé plus loin que quiconque, enfin, etc. Enfin, voilà, d'avoir réussi à soulever un problème, à avoir réglé un problème en ne comptant pas ses heures, quoi. Mais cette figure du chevalier, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez évoqué. C'est quelque chose qui met en difficulté la fondation des syndicats, je pense, dans l'industrie du jeu vidéo. Marie-Josée Legault, vous avez écrit un article qui s'appelle Why might a video game worker join a union? Est-ce que peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu pour ceux qui l'ont pas lu? Je n'ai pas en tête précisément ce que je raconte là-dedans, mais parce qu'on en a écrit quelques-uns, mais why might, ce dont je me souviens, c'est que il est possible, en tout cas, qu'on ait fait allusion au mythe selon lequel, quand on travaille dans le jeu vidéo, on n'en a pas besoin. Attendez, je vais Pardon, je me voulais pas vous prendre de référer. cours, vous faire une interrogation. Oui, parce que j'aimerais bien me souvenir du contexte particulier de celui-là. Bon, ben, flûte, ça tombe mal. Antoine Ouais, voulait ouais. intervenir du coup, et si tu rebondis, comme ça vous laissera l'occasion de chercher. Ouais. Je voulais rebondir sur quoi déjà? Oui, en fait, c'est une réflexion qui vient de me venir, que j'avais pas réfléchi avant, donc c'est pas, je sais pas ce qu'elle vaut, mais je me demande si justement cette mise en compétition des travailleurs, parce que finalement c'est beaucoup à ça que ça revient, elle est pas fragilisée en fait par le télétravail. Parce que par exemple, si mon collègue de bureau il reste jusqu'à 23h tous les soirs à travailler, ben en fait je le vois pas faire et j'en sais rien. Donc moi ça me met pas de pression supplémentaire dessus. Mais même si du coup ça fait aussi que les travailleurs et travailleuses peuvent se faire exploiter individuellement dans des relations plus personnelles, quoi. Mais je pense donc que je sais pas si on pourrait encore maintenant, mais au niveau du syndicat, ce serait intéressant qu'on se penche sur les conséquences directes du télétravail massif sur le crunch. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous savez si ça en fait encore autant en temps de pandémie? On n'a pas de données. Oh, c'est vraiment extraordinaire comme laboratoire ce qui se passe en ce moment, hein, parce que alors que c'est tellement important en général, qu'il s'en fait beaucoup dans l'industrie, euh, Dieu sait ce qu'on va découvrir. En fait, là, pour l'instant, les heures de travail ne sont pas documentées, bien que certains studios pourraient peut-être faire des statistiques, mais d'après les heures pendant lesquelles les travailleurs sont branchés à leur système, alors qu'ils peuvent être branchés sans travailler. Donc, ça serait des données. Alors, de mon point de vue, le crunch et les heures sup sont toujours là, même en temps de télétravail. Et c'est d'ailleurs ce que disait Antoine, c'est aussi important, c'est encore plus insidieux, c'est encore plus difficile à voir les personnes qui font des heures supplémentaires, qui sont dans une situation de crunch, etc. Parce que, étant donné qu'on n'est pas dans les locaux, en visu avec les personnes avec qui on travaille, c'est assez difficile de voir qui reste tard ou pas. Par contre,
on a des données où, enfin moi pour avoir discuté avec plusieurs personnes au sein du studio de Montpellier, et il y a des gens qui voilà qui ont du mal à se déconnecter. Donc pour moi, la difficulté à se déconnecter, c'est quelque part une forme d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que on continue à travailler alors que normalement la journée est terminée. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à se détacher de leur messagerie professionnelle, qu'elle soit instantanée ou par mail. Il y a j'ai des mails dans dans ma boîte là, qui sont arrivés à 22h, qui sont arrivés un samedi à 14h, qui sont arrivés alors que pour autant, le projet n'est pas dans une phase de crunch. Donc, j'ai envie de dire que ça, c'est quelque chose qui est encore là et de façon encore plus invisible. Alors que quand on est dans les studios, c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on part. Mm. Enfin, en plus, l'organisation des heures sup dans les bureaux sont plus compliquées parce que il y a des histoires d'assurance, donc il faut que s'assurer que les personnes qui restent là sont quand même encore assurées. Donc il y a toute une organisation qui est plus dure à mettre en place pour l'employeur aussi. Et le fait que ce soit en télétravail, bah, quelque part, l'employeur ne va pas vraiment non plus chercher à savoir si les personnes en font ou pas. Et pour autant, les employés le font pour diverses raisons, mais le font quand même, quoi. Mm. Pour faire un lien entre ça et la question que vous posiez, Charlotte, sur la syndicalisation, ce dont j'aimerais parler, en fait, c'est le fait que selon les sondages qu'on fait, nous, ma collègue et moi, l'intérêt pour la syndicalisation, il est très, très, très grand, alors que ce qu'on observe sur le terrain, c'est que le tabou d'en parler est très, très, très important. D'après nous, en tout cas, l'hypothèse principale, c'est à cause du système de réputation, justement. Alors, autant c'est tabou d'en parler publiquement, puis ici, il y a une tentative de syndicalisation qui a achoppé alors que tous les signaux avant qu'elle commence étaient positifs. Il y a une très grande différence, autrement dit, entre ce qu'on dit dans le cadre d'une enquête ou ce qu'on dit par écrit dans un sondage qui est anonyme et ce qu'on peut manifester en milieu de travail. Il faut vraiment un état de crise pour que les gens se décident collectivement à en parler. Il y a une très grande méfiance par rapport à la délation, une très grande crainte en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a déjà eu de la délation, mais les gens ont tellement peur parce que c'est un système de réputation. Alors, les gens ont peur presque comme pendant une occupation en fait. Parce qu'ils ne savent pas si le voisin va les dénoncer. Mais il y a ça. Mais après, il y a aussi le chantage à l'emploi de la part même des employeurs. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Ubisoft il y a 3 ans, j'entendais déjà des gens qui disaient le jour où il y a un syndicat qui est à Ubisoft, c'est bon, tous les Ubisoft France ferment et il n'y a plus d'emploi, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Donc, et puis ce discours-là, il s'est infusé dans la plupart des équipes de l'industrie. Et du coup, en plus, le télétravail rajoute une difficulté, c'est que comme on n'est pas dans les locaux, en physique, est-ce que vous pouvez couper votre micro, Oui, Marie-Josée, c'est ce s'il que vous j'avais plaît? demandé. Oh, pardon. Ça allait très bien. Merci beaucoup. C'est assez difficile. C'était assez difficile. Je vais essayer de récupérer mon fil de pensée. Du coup, oui, voilà. Donc, quand moi je suis rentré, il y avait déjà ce discours anti-syndicat. Donc, voilà, c'est un discours qui est là depuis des années à Ubisoft et dans l'industrie en général. Le, le télétravail ne favorise pas non plus l'émergence d'organisations collectives de travailleurs et de travailleuses. Parce qu'on est tous éclatés. Enfin, là, c'est pour le coup, on est dans nos bulles individuelles de travail. Donc, par exemple, les contraintes que j'ai moi avec mon lieu de travail et de vie,
c'est pas les mêmes qu'avec quelqu'un qui est dans une maison, par exemple, qui a un bureau, etc. Alors que quand on est tous dans des mêmes locaux, qu'on partage tous les mêmes contraintes de travail, des fois ça peut faire naître une cohésion et un mouvement qui peut après se transformer, pourquoi pas, en un mouvement syndical. Et je reviens aussi sur ce que vous avez dit sur il faut attendre une crise pour qu'il y ait, par exemple, une création ou enfin une officialisation, on va dire, d'une présence syndicale. C'est ce qui s'est un peu passé à Ubisoft en France. Même la création du syndicat en est la preuve aussi. C'est suite à des épisodes de grève à Eugène que le syndicat s'est monté. C'est suite à des articles sur le harcèlement sexuel et moral à Ubisoft que les sections en France se sont révélées, se sont créées. Donc, mais voilà, je suis d'accord avec vous c'est à ce moment-là que les gens, on va dire, franchissent des caps, des étapes dans la syndicalisation de l'industrie. Et j'avais un autre truc à dire. Ah oui, voilà. Mais personnellement, j'étais syndiqué avant ces histoires-là. Enfin, les conditions de travail dans l'industrie, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu pas intéressé, parce que c'est pas vraiment je pense, le bon terme, mais c'est un sujet, voilà, sur lequel je me suis beaucoup renseigné, etc. Mais donc la syndicalisation, quand j'ai entendu parler du STJV, c'était quelque chose, voilà, je me suis syndiqué. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé secret. Donc il y a ce côté, je garde secret vis-à-vis de mon employeur, vis-à-vis même de mes collègues, parce que on ne sait pas comment ça va réagir, surtout quand on est dans un contrat précaire. Là, c'est quelque chose qui est vraiment gardé secret de chez secret, parce que si notre employeur apprend qu'on est syndiqué, notre contrat risque de se terminer. Pour diverses raisons, on ne sera jamais dit que c'était à cause de notre syndicalisation, mais voilà, c'est sûrement une des raisons qui feront que le contrat n'est pas renouvelé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont en situation précaire, 30% pardon, des effectifs des studios à Ubisoft en France qui sont dans une situation précaire. Donc, ces personnes-là, comment dirais-je, sont encore plus dans une position fragile pour se mobiliser, pour militer, pour améliorer leurs conditions de travail, parce que elles savent que peut-être leurs actions ou leur étiquette syndicale risque de poser un problème indirect à un CDI ou à une pérennisation de leur contrat, quoi. J'aimerais aussi rebondir sur quelque chose qui a été, dont on a commencé à discuter un peu tantôt, mais on parlait des ententes NDA, des ententes de non-divulgation et de confidentialité. Ce dont les gens nous ont beaucoup parlé, et nos entrevues ont été faites avant la pandémie, ce dont les gens nous ont beaucoup parlé, c'est des limites que ça imposait à leur recherche d'emploi. Et c'était pour eux un problème très grand que de ne pas pouvoir discuter des projets sur lesquels ils travaillaient, parce que ton portfolio, c'est partie intégrante de ton atout sur le marché du travail, de ton employabilité et de ton pouvoir de négociation. Alors, est-ce que c'est la même chose autour de vous en France? Est-ce que ce problème-là fait partie des intérêts des travailleurs que vous défendez, entre autres, au STT? Je peux prendre si tu veux, Thomas. Oui, vas-y. C'est pas un sujet étonnamment qu'on a tant abordé que ça depuis la création du syndicat. C'est vrai que moi personnellement j'ai vu des gens se plaindre sur les réseaux sociaux de ne pas pouvoir partager ce qu'ils faisaient, mais pour ce qui était de la recherche d'emploi, j'ai pas tant l'impression que ce soit un problème chez nous. Mais sans que je sache dire pourquoi particulièrement, par contre.
Euh, et par contre, sur tout ce qui va être blacklist, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ont très peur pour se syndiquer et aussi, mais du coup, pour faire des entorses, par exemple, au NDA. C'est un sentiment général qui est assez gonflé, j'ai l'impression. Euh, qu'on retrouve beaucoup, notamment chez des étudiants, où on leur dit beaucoup que bah, ils se connaissent entre eux quand ils sont étudiants, les profs les connaissent et que en fait ils peuvent se faire blacklister. Et dans les faits, en fait, c'est pas tout à fait le cas. Euh, je trouve qu'il y a une comment formuler ça bien? Il y a il y a une vision fantasmée quand on connaît pas trop l'industrie du jeu vidéo justement sur ce qu'elle est, même en tant que travailleur. Et où en fait finalement quand on a une vision plus globale et qu'on s'y penche un peu plus, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup gonflé justement bah, en général à l'avantage des employeurs. Est-ce Et que vous ne croyez pas, Antoine, est-ce que je peux vous interrompre? allez-y, allez-y. Est-ce que vous ne croyez pas que, sans qu'on puisse parler d'une liste noire à proprement parler, qui est écrite et qui est échangée entre les employeurs, ça, je croirais, moi, facilement que c'est un mythe, mais bon, pour autant qu'on peut en savoir. Mais est-ce que vous ne croyez pas, par ailleurs, qu'il y a un phénomène de référencement, de recommandation, qui fait que quelqu'un peut souffrir d'avoir fait quelque chose à tel endroit et d'avoir été mal jugé au moment d'obtenir des recommandations ou au moment, par exemple, d'être recommandé par des collègues qui sont embauchés dans un autre studio. On leur demande, écoute, tu connais pas des collègues qui seraient bons pour venir travailler chez nous sur ceci, sur cela. Alors, au moment de choisir quelqu'un à recommander, par exemple. Euh, alors si, dans le sens personne à recommander, j'ai pas l'impression que ce soit tant que ça le cas. Alors peut-être aussi parce que justement la syndicalisation du milieu est assez récente et qu'il n'y a pas eu encore suffisamment entre guillemets d'actions très visibles. Voilà, j'ai l'impression que pour pouvoir référencer quelqu'un qui a fait des choses dans une autre entreprise, ça pose moins de problèmes. Euh, à moins qu'il y ait des relations personnelles particulières, par exemple s'il y a un ancien chef de projet qui est dans un studio où on veut aller, qui nous connaît, bah, forcément, mais ça c'est pas systémique, quoi. Par contre, effectivement, alors moi j'ai une expérience personnelle, c'est que quand je cherchais un emploi, je demandais un peu des informations à des amis, bah, notamment du syndicat. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas me recommander parce que si eux ils me recommandaient, vu qu'ils étaient connus comme syndicalistes, bah en fait ça allait desservir ma candidature plutôt que l'inverse. Mais écoutez, on entre dans les 10 dernières minutes. Alors, je vous propose de divulguer un dernier sujet de conversation. On a parlé plusieurs fois de risques psychosociaux, sans prononcer le mot. On a évoqué des sujets qui sont proches de l'isolement ou tout ça. Et un des sujets qui m'intéresse aussi, c'est les inégalités sociales. Alors, du coup, au tout début de la conversation, on avait parlé d'utiliser son propre téléphone. Et à la fin, on a parlé qu'on n'habite pas tous dans les mêmes endroits, on a des appartements dans la région parisienne ou des appartements dans d'autres villes, comparé à des personnes qui ont une salle avec un bureau, par exemple, chez eux et chez elles. Comment est-ce que vous vivez les différences d'inégalité sociale entre collègues? Bah, en effet, on voit qu'elles sont bien présentes. Ça les accentue aussi quelque part parce que bah, on parlait aussi de certains métiers qui peuvent pas télétravailler ou qui ont des difficultés à bien télétravailler. Je pense notamment bah, voilà, aux testeurs, même l'IT, enfin, du coup tout ce qui gère nos infrastructures informatiques, elles sont quelque part obligées d'aller sur site pour vérifier que toutes les machines fonctionnent. Euh, et les personnes vivent le télétravail bah, de façon très personnelle parce que ça dépend très fortement de l'endroit où ils vivent,
s'ils ont la place, ouais, de faire un bureau, d'aménager un coin, etc. Euh, donc, moi, de ce que je peux voir, c'est que les personnes qui vivent le mieux leur télétravail, du moins les personnes qui préfèrent le télétravail à revenir sur site, ne serait-ce qu'entre les deux vagues ou même quand c'est possible, c'est des personnes qui ont voilà, un bureau, qui ont la place d'aménager quelque chose, qui sont dans un endroit plutôt calme, pas de problème de voisinage, euh, donc ou alors qui sont assez loin aussi des, des locaux. Un des locaux. Ça leur évite de faire beaucoup de routes. D'ailleurs, ceux qui ont souvent beaucoup de routes, c'est aussi souvent ceux qui ont une maison, donc qui ont la place de mettre un bureau. Et par contre, à l'inverse, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est ceux qui ont quand même besoin de liens sociaux, qui tout le monde a besoin de liens sociaux, mais je veux dire, en général, du coup, c'est plutôt des jeunes qui vivent seuls, ou des personnes pas forcément jeunes, mais des gens qui vivent plutôt seuls, qui ont peu de relations sociales en dehors du travail, parce que on ne peut pas avoir de relations sociales en dehors du travail dans cette période de pandémie. Euh, donc voilà, c'est des gens qui reviennent, c'est pour ça que je voudrais aussi faire un lien avec le travail en équipe. Je pense que on a quand même besoin par moment de se retrouver en équipe. C'est les réunions dans une salle de réunion avec les gens en vrai. Je pense que ça avance un peu plus vite. Les sujets sont. J'ai l'impression que c'est voilà l'émulation autour du sujet de la réunion. Je trouve que c'est quelque chose. Enfin, on est tous dans la même salle, etc. Je pense que c'est quelque chose qui. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, de mon point de vue, que plus de sujets sont abordés. euh, on va un peu plus loin aussi dans les discussions. On peut prendre aussi un peu plus le temps que quand on est en, en virtuel. Euh, donc ouais, voilà, le retour au travail dans les locaux, c'est quelque chose qui est quand même voulu par certaines personnes aussi. Il y en a qui ne veulent plus télétravailler. Et, euh, et personnellement, quand je suis retourné au travail il y a pendant un mois avant que ce soit plus possible. Mais ouais, comment dirais-je, ma motivation est un peu plus revenue aussi, mon implication. Euh, le fait de voir des collègues avec qui je travaille au quotidien, bah voilà, ça recrée une sorte de dynamique. On n'est plus seul aussi. Donc moi, enfin, de mon point de vue, ça m'a servi. Euh, ça, ça, ça m'a permis de me remettre dans une dynamique parce que je trouve que le télétravail à la longue, si on le veut pas, si on le subit plus que si on le veut vraiment, euh, ça a des effets un peu néfastes sur la motivation, l'implication, même sur la vie de tous les jours, un peu sur les relations sociales, etc. Enfin, pour m'être un peu regardé d'un point de vue extérieur, c'est vrai que des fois on se renferme un peu. Pour tout ce qui est gestion de conflit, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc, enfin voilà, moi j'ai même vu certains collègues aussi qui se renfermaient, alors que pour autant d'habitude ils sont très ouvertes, et ils aiment beaucoup parler, etc. Mais voilà, le télétravail, justement pour des personnes qui aiment bien discuter, qui aiment bien avoir des liens sociaux, etc. C'est compliqué. J'ai une petite question un peu naïve, je me permets d'intervenir. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, des métiers qui sont tout simplement pas possibles en télétravail. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de postes, par exemple, qui nécessitent un matériel spécifique. Enfin, j'imagine, je sais pas, quand on fait de la modélisation 3D, des trucs comme ça, il faut avoir un gros PC chez soi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vos studios vous prêtent du matériel ou vous se reposent uniquement sur votre équipement personnel? Non, alors il y a du matériel qui est prêté. Tout ce qui est par exemple tablette graphique, tout ce qui peut être d'ailleurs aussi périphérique, webcam, tout ça, ça peut être prêté, c'est prêté par l'employeur.
Enfin, du moins dans mon cas, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent c'est prêté. Par contre, il y a toujours la barrière de la latence. Pardon, je pense que pour un artiste, avoir le moins de latence possible sur ce qu'il fait, c'est toujours mieux. Donc, et voilà. Par contre, ces facteurs-là, ce facteur de la latence, c'est quelque chose qui, voilà, qui est inhérent en fait à nos solutions informatiques, et que, sauf à avoir la machine chez soi, ce qui n'est pas le cas, c'est pas possible d'y déroger, quoi. Antoine, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah, je voulais rebondir sur plusieurs choses. Alors, c'est vrai que, par exemple, sur le matériel, légalement, les entreprises doivent le fournir. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. On a pas mal d'entreprises qui ont bien voulu fournir le matériel qu'elles ont à disposition, mais qui, par exemple, ne veulent pas acheter spécifiquement du matériel adapté au nouveau lieu de travail des travailleurs et travailleuses. J'ai mon exemple personnel là-dessus où moi j'habite à Paris dans un appart qui est relativement petit. Je peux pas en fait travailler sur un poste fixe. Il faut que je travaille chez moi, il faut vraiment que je travaille sur un ordinateur portable. Et bah, comme l'entreprise mon studio en a pas, et bah, ils ont pas voulu en acheter spécifiquement pour ça. L'autre chose que je voulais dire, c'était que en fait, c'est vrai qu'en discutant avec des gens du syndicat en amont, en fait, on s'est rendu compte que le télétravail, c'est finalement un prisme qui va agrandir et exagérer toutes les inégalités, en fait, quelles qu'elles soient. Que ce soit voilà, sur le lieu de vie, que ce soit sur le matériel qu'on a, même sur potentiellement des troubles psychiques qu'on peut avoir et où on doit se réhabituer d'un coup au fait d'être chez soi, ce qui n'est pas forcément tout à fait compatible. Et un truc que j'ai trouvé intéressant moi, dans ce passage massif, c'est que ces dernières années, le télétravail commençait à être sérieusement vendu par une partie de gens qui sont en télétravail de manière permanente depuis plusieurs années, comme la solution pour l'industrie du jeu vidéo, mais aussi pour tous les secteurs numériques en fait. La solution d'avenir pour décentraliser, avoir des meilleures conditions de travail, etc. Et en fait, je trouve, moi, que ce passage massif a montré qu'en fait, c'est pas une panacée, c'est pas une solution qui convient à tout le monde. Et que finalement, en fait, les gens qui étaient vraiment qui faisaient le marketing, la pub du télétravail, en fait, sont les personnes qui avaient déjà les conditions et matérielles et personnelles qui leur permettent de faire du télétravail. Donc en fait, qui sont par exemple les personnes qui sont dans ces situations-là, qui sont passées au télétravail à cause de la pandémie, n'ont pas forcément envie d'y revenir. Mais cette expérimentation massive a permis de montrer que en fait, justement, tous les aspects qui font que c'est aussi pas possible de l'étendre à tout le monde. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais... Tout à fait. Pour conclure, question rapide, est-ce que quand il fait 40 degrés l'été et que votre ordinateur chauffe parce que vous faites tourner 3 super gros logiciels dessus, vos entreprises vous paient la clim? Non. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que la question des coûts du télétravail, je sais pas comment ça se passe au Québec, Marie-Josée, mais en France, il n'y a aucune législation de la part du gouvernement pour contraindre et obliger les sociétés, les entreprises à payer les frais de télétravail des employés, des salariés. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo en France, on a peu d'entreprises qui couvrent les frais du télétravail. À titre d'exemple, Ubisoft ne prend pas en charge les frais de télétravail. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la facture de chauffage pour cet hiver, c'est pour les salariés. Tout ce qui est coût donc d'électricité, une
pourquoi pas aussi une partie du coup internet, l'eau qu'on consomme d'habitude au travail qu'on consomme ici. Tous ces coûts-là, tous ces frais-là aujourd'hui sont portés par les salariés. Donc Je vois que dans le chat, il y a effectivement 2 personnes qui témoignent que leur facture a doublé à partir du moment là où ils ont ouais, commencé à télétravailler, donc soit la facture d'électricité, mais je peux imaginer que le chauffage aussi, hein, en ouais, plein ouais. hiver. Ouais, parce qu'en général, enfin, les gens ne chauffent pas la journée quand ils sont au travail et ils remettent le chauffage en rentrant. Donc là, voilà, aujourd'hui, on est de tout le temps chez nous, donc oui, forcément, on chauffe la journée aussi. Donc oui, tout ce qui est frais de chauffage, c'est pour les et c'est pas des frais, on va dire de 2 euros par mois, quoi. C'est des frais qui sont très très importants. Et donc ouais, d'une part, les entreprises, comme elles ne sont pas contraign- enfin, comme elles n'ont pas de contraintes plutôt de la part du gouvernement, elles ne vont pas le faire. Alors que, donc du coup, quelque part, il y a un manquement du gouvernement pour imposer aux entreprises de couvrir ces frais-là. Mais les entreprises aussi n'ont pas respecté, on va dire. C'est pas qu'elles n'ont pas respecté, mais elles n'ont pas eu la bonté de nous payer ces frais-là. À titre d'exemple, on a des entreprises à l'étranger qui ont couvert les frais, qui ont, au début de la pandémie, tout début, fait un chèque de 1 000 euros par exemple à tous les salariés, plus un forfait par mois de 50 euros pour, voilà, pour couvrir les frais engendrés par le télétravail. Donc après, il y a même aussi l'usure du matériel personnel pour des fins professionnelles. Il y a l'utilisation d'une partie de son domicile pour travailler. Voilà, il y a plein de frais qui peuvent rentrer en compte dans cette, dans ce Dans sujet-là, l'équation. dans Alors qu'on peut l'équation. imaginer que les entreprises font des économies puisqu'ils n'ont pas à chauffer les locaux puisqu'il n'y a personne. Oui, enfin, il y a une double, comme ils laissent, comme ils étaient pas obligés de fermer les locaux aussi, ils chauffent aussi les locaux. Mais, mais du coup, enfin, on continue quand même à travailler dans un contexte de pandémie mondiale. On, notre productivité, d'après les chiffres, etc., n'a pas chuté de façon vertigineuse. Donc, on continue toujours à produire. Donc, on s'attendrait quelque part à ce que nos frais soient couverts, quoi. Mais je crois que Marie-Josée, vous vouliez intervenir et puis après on va malheureusement devoir conclure. Oh, je voulais simplement dire que c'est la même chose au Québec. Il n'y a aucune loi qui oblige à défrayer. Par contre, dans les entreprises syndiquées ou dans les entreprises de la fonction publique, il y a eu des compensations importantes qui ont été versées. Pour les profs, il y en a eu, mais il n'y a pas de contrainte à le faire. Effectivement, vous êtes bien placé pour parler des enseignants, puisque en plus d'être professeur, TELUC, le TEL de TELUC, c'est aussi pour télé à distance. C'est une université qui est entièrement à distance, qu'on n'a pas du tout mentionné encore. Mais écoutez, du coup, on a déjà crunché de 7 minutes sur On le a, temps de la séance. on a commencé un peu en retard aussi. C'est vrai, c'est vrai. Du Ouais. coup, on va dire qu'on est pile à l'heure. Antoine, est-ce que tu veux conclure? Tu veux dire un dernier mot aussi? Non, non, je voulais dire que c'était sympa et que je regrette presque qu'on n'ait pas eu plus de temps parce que Oui, pareil. encore tant de choses à dire, mais bon, C'est faut pas pareil, forcer moi non aussi, plus. j'ai 3 pages de sujets que je voudrais aborder sur cette thématique. Mais c'est pas grave. Si la pandémie dure encore plus longtemps, un des avantages, c'est que peut-être qu'on pourra faire une partie 2. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de sujets, en effet, qu'on n'a pas abordés. Merci beaucoup d'avoir organisé ce séminaire et c'est vrai, moi aussi, j'en aurais pour des heures encore. Ah bah tant mieux. Mais écoutez, du coup, on vous remercie, Guillaume aussi. On est très très content de recommencer ce cycle d'in-game avec vous. Et pour conclure, je voudrais vous inviter à participer à d'autres événements qui arrivent bientôt. Le samedi 17 avril, il y a un atelier Qu'est-ce que les queer games organisé par le Rassemblement inclusif du jeu vidéo
On enverra le lien sur notre page Facebook si ça vous intéresse. Nos amis de Game Impact participent à une table ronde pendant Diversity Days avec l'association Afro-Gameuse pour parler de la diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Et il y a également l'association Pixel Up qui fait des podcasts sur Radio Campus qu'on vous invite à aller écouter. Oui. Donc voilà. Et donc Vas-y. merci beaucoup Antoine, Thomas et Marie-Josée d'avoir accepté de participer à cet événement. Merci beaucoup Charlotte pour l'organisation scientifique et la modération. Et puis merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis sur Twitch, puisqu'on était une grosse trentaine, ce qui est tout à fait honorable pour un test, disons. J'espère que la technique a à peu près suivi. Et puis, en tout cas pour ce qui est du séminaire, on se retrouve le 21 juin, donc le jour du printemps. C'est ça, le lundi. Plutôt qu'aller faire la fête de la musique, Mhm. on vous invite à aller suivre donc notre séance avec les lead game designers et lead directors de Microsoft Flight Simulator, les bordelais de Asobo Studio. Je pense que ça va être une séance très, très intéressante, et plus centrée contenu pour le coup des jeux que conditions de travail. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Antoine, Thomas et Marie-Josée. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Attendu. J'allais dire, si vous voulez, on peut rester en ligne.